Alors, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Doris Noll, consultante en marketing digital chez Digitali. Donc, merci à tous d'avoir pris un peu de votre temps aujourd'hui pour assister à ce webinaire. En fait, suite au webinaire d'avril 2020 sur le Covid et l'immobilier à Miami, nous souhaitons faire un point aujourd'hui sur un point de situation à l'approche de la fin de l'année 2020. Donc, en fait, les différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui lors du webinaire. Quel bilan dresser sur l'immobilier à Miami fin 2020? Quelles opportunités, comment le Covid-19 a-t-il impacté le marché de l'immobilier à Miami? Est-ce que les élections américaines ont-elles également un impact sur l'immobilier dans cette région? Et quelles sont les perspectives, surtout pour 2021? Donc, pour en parler, nous sommes donc en direct avec Julia Grolier. Donc, Julia Grolier est experte française en immobilier de luxe, installée à Miami depuis 2010 et elle est originaire de Guadeloupe. Donc, bonjour Julia. Donc, Bonjour vous êtes Doris. agent immobilier à Cervera Real Estate, un des leaders du secteur de l'immobilier à Miami. Et Mhm. au quotidien, vous accompagnez les Français, les francophones, les Américains qui veulent louer, mais aussi qui veulent vendre ou acheter un appartement à Miami ou s'installer à Miami. Donc, tout Oui, c'est ça. d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, quel a été votre parcours brièvement et comment êtes-vous arrivé à Miami? Ok. Bonjour Doris, merci. Merci à tous nos participants. Donc, je suis arrivée à Miami en 2010. Avant Miami, j'étais à Nice. J'étais agent immobilier à Nice. J'ai fait un BTS profession immobilière. J'ai exercé en tant qu'agent immobilier pendant à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et j'ai décidé de faire une année sabbatique qui finalement a découlé sur un emménagement à Miami. Donc, je suis arrivée ici avec Disney pour un an et finalement, je suis venue à Miami. Donc, j'étais à Orlando. Quand je suis venue à Miami, je suis tombée sous le charme de la ville parce que je suis aussi originaire des Antilles. Donc, du coup, c'est vrai qu'on s'y sent vite chez soi. Et du coup, j'ai passé ma licence d'agent immobilier et j'ai commencé ma carrière d'immobilier il y a 4 ans chez Cervera Real Estate. Très bien. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de Cervera, de votre activité en tant qu'agent immobilier? Donc, Cervera est une agence, c'est l'une des agences les plus anciennes de Miami. Euh, Ils sont assez pionniers sur pas mal d'activités, en particulier sur le programme 9. Donc, l'agence a été créée en 1969, donc il y a un peu plus de 50 ans, par Alicia Cervera. Et en fait, elle a commencé à faire venir les développeurs de New York et de South America euh, parce qu'en fait, le zoning a changé. Donc, du coup, on a pu commencer à construire des high-rise. Donc, du coup, on a des très bonnes relations avec les développeurs les plus prestigieux de Miami. Et nous faisons aussi de la location, de la vente et de la gestion locative dans nos locaux. On a 15 offices, 15 bureaux dans le sud de la Floride, Allendale, South Beach, South Fifth, Key Biscayne, un peu partout dans les quartiers les plus prestigieux. On est un peu plus de 300 agents. Voilà, on est vraiment axé sur la qualité. Donc, notre broker s'oriente vraiment sur la qualité. On a des trainings tout le temps. Enfin, on est vraiment, on a une réputation assez forte. 50 ans, ils ont vu beaucoup de choses. Donc, on est, euh, on est entre deux modes main quand on fait une transaction avec Cervera Real Estate. Très bien. Donc, si vous le permettez, je rappelle le thème du webinaire, le marché de l'immobilier à Miami, bilan 2020 et perspectives. D'abord, comment se passe la vie à Miami à la fin de l'année 2020 avec l'actualité sanitaire qu'on connaît? Oui, très bonne question. Donc, la vie à Miami, on a réouvert. Je pense que presque tous les commerces ont réouvert. On a un couvre-feu quand même toujours en vigueur à 1 heure du matin, minuit, 1 heure du matin. Mais la vie reprend vraiment son cours plutôt rapidement. Je sais que d'ici la fin de l'année, les frontières vont réouvrir, donc il y a beaucoup de lois qui vont commencer
à faciliter l'accès pour les étrangers également. Et oui, à part le port du masque, on a vraiment l'impression d'être retourné à une vie normale. Et comment s'est passée la gestion de crise? Est-ce que les hôpitaux ont été surchargés? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'au Alors, contraire, alors, la capacité d'accueil des hôpitaux à Miami est supérieure à celle des autres États. Donc, du coup, ils ont quand même assez bien géré la crise, la pandémie. Donc, on a beaucoup de cas, si vous regardez les informations, mais ils sont quand même préparés. Donc, c'est assez, assez safe, on dira, pour le moment. En attendant que le vaccin sorte et qu'on retourne complètement à une vie normale. très bien, rentrons dans le vif du sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation du marché de l'immobilier à Miami à la fin de l'année? Donc, l'année a été très mouvementée. Au niveau des programmes neufs, de l'immobilier neuf, bonne surprise, on a eu des ventes records dans pas mal de nos programmes neufs. On a eu, celui qui a eu le plus de succès, c'est Aston Martin. Je pense que les gens, au début de l'année, essayaient de voir comment ça allait se passer avec le Covid et finalement, ils se sont lancés et ont acheté. Donc, on a eu la meilleure année de vente à Aston Martin. On a également, la semaine dernière, ouvert le premier SUV d'Aston Martin, qui est maintenant en exposition dans notre sales center. Donc, si vous voulez le voir, il est à l'entrée de notre sales center et il est il est offert pour l'achat d'un des appartements, de certains appartements. Avant, c'était une DB11, maintenant c'est le SUV. Aston Martin, je ne sais pas si vous le savez, mais on va passer une petite vidéo un peu plus tard dans le webinaire. C'est le premier projet Aston Martin au monde. Et ils ont lancé le premier SUV d'Aston Martin au monde à Miami. Donc, ça veut vraiment dire que Miami est un point fort et stratégiquement parlant également. On est à peu près 70%, 69% solde. Le projet va être livré en 2022, donc on est on track sur nos ventes. Un autre projet qui a fait des très bons chiffres également, c'est Nativo. On est 60% solde. Nativo, ce mois-ci, on a débloqué 100 appartements. Donc, on a essayé d'augmenter un peu l'inventaire Nativo. Et on a aussi release les penthouses. Donc maintenant, vous pouvez acheter des penthouses à Nativo. Les penthouses, la différence avec un appartement normal et un penthouse, c'est que vous avez des ceilings un peu plus élevés. Et les appliances, l'électroménager est de meilleure qualité. Les équipements, oui. Exactement. Et les fournitures, parce qu'ils sont entièrement meublés, sont de très bonne qualité. Je peux vous envoyer ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer exactement toutes les marques. Et on commence à 400 000 $ pour un penthouse. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, c'est pour les mobiliers neufs. Dans l'ancien, alors, on a eu une augmentation des single family homes de 23%. Parce que je pense que ce qui est dû à une très forte augmentation des single family homes, c'est-à-dire des maisons individuelles, c'est aussi par rapport au Covid. Les gens ne veulent plus être dans des appartements, ils veulent être chez eux, pouvoir accéder à leur jardin. Et du coup, on est dans un seller market. Donc, c'est-à-dire que il y a plus de bailleurs d'acheteurs que de vendeurs. Donc, single family home, très bonne année pour la single family home. Et pour les condos, on est dans un buyer market, c'est-à-dire que les condos, vu que les personnes veulent plus aller dans les maisons individuelles, il y a des bonnes opportunités dans les condos. Buyer market, c'est-à-dire que en fait, c'est un marché qui est plus favorable aux acheteurs. Exactement, il y a plus d'appartements en vente que d'acheteurs. Pour ceux qui pour expliquer un peu les termes techniques. Oui, pardon. Oui. Donc, quand on dit seller market, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs. Donc, c'est-à-dire que les prix sont plus élevés.
Et quand on parle de buyer market, c'est-à-dire qu'il y a plus d'appartements à la vente que de bailleurs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire des offres plus agressives. Et on peut plus négocier. Voilà, donc là, sur Brickell, Downtown, on est à... Les prix sont moins... Je parle pour les immeubles, par exemple, de 2007-2008, ils vendent à perte. Donc, il y a des très bonnes opportunités. Et on sait que Miami, c'est un cycle de 7 ans. Donc, le marché descend un peu, le temps que ça se stabilise, et après, on remonte. Donc, il y a des très bonnes opportunités dans les condos. Est-ce que vous voulez que je parle de des modifications au niveau du marché, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de personnes de New York? Oui, ben, justement, par rapport au Covid, en fait, vous expliquez que les personnes qui vivaient déjà en Floride ont plutôt opté pour des maisons individuelles parce qu'il y avait plus d'espace, forcément. Mais est-ce que justement, vous avez noté d'autres tendances? Est-ce que bah, il y a eu quand même des déplacements. Est-ce que, par exemple, pour les personnes qui souhaitent finalement s'installer en Floride parce que ben, c'est peut-être un autre style de vie par rapport à une grande ville comme Los Angeles, par exemple? Alors, du coup, vu qu'on a eu, donc les frontières ont été bloquées, on a eu une migration au niveau des États-Unis. Euh, on a beaucoup de New-Yorkais qui viennent à Miami. Alors, c'est aussi dû parce que tout le monde est en téléconférence, on travaille tous chez soi. Et du coup, au lieu de payer des loyers ou d'acheter des appartements beaucoup plus élevés à New York, ils préfèrent venir ici au soleil. En plus, l'hiver arrive, donc généralement, on a toujours une tendance à avoir beaucoup de New-Yorkais et de Californiens à Miami. Donc, du coup, ça a accéléré la tendance et on a une forte demande des New-Yorkais, Chicago et Californie. Donc, ça, c'est la première raison. Après, Miami a toujours été... on a toujours eu beaucoup on les appelle les snowbirds, c'est-à-dire les personnes qui fuient le froid à Miami. Mais c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est également au niveau des state tax. On a beaucoup moins de taxes qu'eux. On n'a pas de state tax, on n'a pas d'income tax. Donc pour eux, c'est plus avantageux de venir vivre en Floride. Alors, la state tax et l'income tax, pardon, qu'est-ce que ça désigne en fait? Donc en fait, basically, nous, on n'a que la taxe sur la propriété. On n'a qu'une seule taxe. Donc quand vous achetez, vous payez que la property tax. Vous n'avez pas Et dans les d'impôt. autres États, lorsqu'on achète, quelles sont les autres taxes qu'on doit Vous avez à peu considérer? près comme en France, et je sais qu'à New York, ils en ont une ou deux en plus. Donc New York, je pense que c'est ceux qui payent le plus de taxes. D'accord. Donc, comme en France, ça veut dire quel type de taxe, à part la taxe foncière, donc la taxe sur la propriété? Taxe d'habitation, taxe foncière, je pense qu'ils en ont même d'autres. Mais nous, en tout cas, on est tax friendly. Donc, on a toujours eu une bonne image au niveau des New-Yorkais et des Californiens. Ils ont toujours voulu venir. Mais avec tout ce qui se passe, c'est un facteur en plus, en fait, qui se disent, bon, il faut vraiment qu'on déménage à Miami. Ils sont en lockdown. Nous, on était un peu plus ouverts parce que vous savez que tous les gouverneurs font un peu leur loi. Donc, notre gouverneur, on a eu les commerces qui ont été ouverts. Je sais par exemple, à Chicago, le mois dernier, ils étaient en lockdown. Nous, on n'a pas été en lockdown. Donc, du coup, les personnes préfèrent venir ici pour profiter du beau temps, pas de taxes. Enfin, voilà, il y a plutôt beaucoup de points positifs. Donc, ce qui est bien pour le marché immobilier parce que du coup, il est assez sain. Très bien. Donc, vous avez évoqué deux programmes Aston Martin, qui est donc le premier programme immobilier de la marque automobile de luxe, qui est initialement une marque automobile de luxe, mais qui se lance dans l'immobilier justement avec ce premier projet qui a choisi Miami. Et vous avez aussi parlé de Nativo,
Est-ce que même si vous avez précisé qu'il y avait eu des ventes records cette année malgré la crise sanitaire, est-ce qu'il reste encore des opportunités? Alors, il reste des opportunités dans le neuf. Pour les investisseurs, on a le programme 12-12 Aventura. C'est un programme, alors c'est des offices, c'est-à-dire c'est du commercial. Donc, ceux qui ont déjà fait plusieurs investissements, ils savent que le commercial, c'est bien parce qu'on a des retours sur investissement un peu plus élevés et on n'a pas beaucoup de maintenance parce qu'on n'a pas beaucoup d'aménités. Vous n'avez pas de pool, de concierge. Enfin, c'est beaucoup plus. Donc, c'est low en maintenance, c'est high et élevé en retour sur investissement. Donc, on a ce programme neuf. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez laisser vos email adresses et je peux vous envoyer plus de projets, plus de détails sur le projet. Donc, il y a une question. Comment ça se passe pour la property tax? Est-ce que c'est une taxe annuelle? Est-ce qu'elle est fonction de la surface de l'appartement? Et également, quels sont les prérequis pour un Français qui souhaite acquérir un bien aux États-Unis, à Miami? Ok, donc la property tax, c'est environ 1,9% du prix d'achat. Elle est à payer tous les 1er novembre de chaque année. Vous avez moins de taxes quand vous payez en neuf, quand vous achetez une propriété sur plan. Et il y avait une autre question, je crois. L'autre question, c'est quels sont les prérequis pour les Français qui souhaitent acquérir un bien à Miami? Au niveau des banques et Euh, immobilier, c'est ça? oui, enfin, Vous- globalement. Alors, pour l'achat en neuf, les banques ne prêtent pas, enfin elles prêtent, mais à partir du moment où le projet est fini. Vous avez les clés en main. Donc, vous pouvez, je sais, en France, avoir un prêt et ils débloquent les fonds tout de suite. Aux États-Unis, si vous passez par une banque américaine, elle vous prêtera à la remise des clés. Dans l'ancien, vous pouvez acheter par le biais d'une banque américaine. Les dossiers pour les étrangers, c'est au cas par cas, pour les foreign nationals. Vous voulez que je passe directement au niveau des taux et que les taux, ce mois-ci, on est à 2,9% aux États-Unis pour les nationals. Donc, je pense que pour les foreign nationals, c'est à peu près 1 ou 2% en plus. Et bon, l'avantage d'acheter avec une banque américaine, c'est qu'en fait, les banques américaines, elles prévoient, en fait, elles font venir un inspecteur qui va vraiment analyser la propriété pour être sûr que ce soit un bon investissement. Donc, c'est bon, enfin, c'est l'avantage d'acheter avec une banque américaine, mais vous allez payer un peu plus au niveau des taux d'intérêt. D'accord. Donc, en fait, en termes de démarche, on peut vous contacter, vous donner, c'est-à-dire que dans l'actualité, en ce moment, pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement venir aux États-Unis et repérer des biens, vous pouvez faire le lien en fonction des critères. Oui, bien sûr. Généralement, donc vous me contactez en me disant exactement ce que vous recherchez. Moi, je vous fais une petite sélection. Et si vous voulez qu'on présélectionne, je peux aller, on s'appelle en vidéo et puis comme ça, vous voyez déjà l'appartement. Pour la plupart de mes biens, j'ai déjà des vidéos de toute façon en stock, donc je peux juste vous les envoyer. Et voilà, après, j'ai une vidéo sur ma YouTube channel où j'explique vraiment tous les détails pour acheter une propriété. Mais moi, mon but, c'est que vous fassiez un bon investissement et que le process soit assez facile. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau d'avocat, accounting, j'ai aussi un réseau qui peut aussi vous aider. Et en fait, une fois que l'appartement, donc vous avez présenté des programmes, en fait,
Alors, il y a une autre question. Y a-t-il des règles sur la location touristique, un peu comme en France? Alors, en fait, les développeurs, quand ils lancent un projet, il faut qu'ils aient des autorisations de la ville. La plupart des immeubles à Miami veulent des longs termes, des locations long terme, c'est 6 mois plus. Il y a quelques immeubles, comme par exemple Nativo, qui vont autoriser la location à la nuit. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir un retour sur investissement un peu plus élevé. Il y a un peu plus de management, donc il faudra voir au niveau de la balance et du retour que vous souhaitez. Mais il y a des réglementations, mais c'est par immeuble. Les immeubles qui ont des hôtels, généralement, vous pouvez louer par nuit parce qu'ils ont déjà en fait l'autorisation de la ville de louer sur du court terme. D'accord. Mais il n'y a pas de règles qui sont équivalentes à celles de la défiscalisation en France, qui fait que les loyers sont bloqués sur plusieurs années, une fois qu'on a acheté le bien et qu'on veut le mettre en location. Ça dépend Ouais, vraiment disons qu'on n'a pas des de. immeubles et des associations, enfin du syndic, de l'équivalent du syndic. Ok, vous parlez de défiscalisation ou vous parlez de réglementation au niveau de la durée de la location? En fait, c'est-à-dire que comme en France, lorsqu'on achète en défiscalisation, en fait, on a pas mal de contraintes. Et la question qui était posée, c'est que une des contraintes, en tout cas, c'est le fait que les loyers soient bloqués sur plusieurs années. Est-ce Non. qu'il y a des règles similaires lorsqu'on achète un bien aux États-Unis? Non, les loyers ne sont pas bloqués. Bon, D'accord. généralement, si vous avez un loyer qui est beaucoup plus élevé que vos concurrents, que les autres appartements, vous allez avoir du mal à louer. Mais il n'y a pas de règles au niveau du loyer. Et est-ce que justement, lorsqu'on investit, par exemple, dans l'un des programmes que vous avez présenté en vidéo, est-ce que on peut louer à des locataires en se basant sur un loyer qui est assez avantageux pour le propriétaire, de sorte que ça puisse à peu près couvrir la mensualité d'emprunt, par Et alors, exemple? Donc, j'imagine que pour oui. avoir un bon investissement, c'est d'acheter et que vos frais soient couverts par le loyer. Généralement, c'est une petite analyse que je fais pour vous, parce que je vous envoie. Bon, là, on est en 2020. Nativo, il va être fini en 2022. Donc, logiquement, les loyers vont augmenter. Donc, moi, je vous donne les prix des loyers à l'heure actuelle. Et vous savez que vous allez avoir une augmentation, si tout va bien. Mais si vous achetez dans l'ancien, moi, en fait, ce qui est bien dans les condos, c'est qu'en fait, on a tous un fichier commun, le MLS. Du coup, je peux voir les appartements qui se sont loués les 6 derniers mois, ceux qui sont sur le marché. Et du coup, je peux vous donner un peu une tranche de prix. Et du coup, vous savez si vos frais seront couverts ou pas. Mais bon, si c'est un bon investissement, vos frais seront couverts et vous avez un peu d'extra pour vous. D'accord. Alors, il y a une autre question. Quelles sont les garanties qui sont demandées par les banques américaines? Alors, il faut voir directement avec un banquier, je peux vous donner les coordonnées. Le, En fait, ils vont vous demander c'est au cas par cas. Donc, chaque dossier est différent. Donc, il faut voir avec le banquier et il vous donne exactement les documents à fournir. D'accord. J'espère que ça répond à la question. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, disons, quel serait un profil idéal pour un banquier américain? Est-ce qu'il y a des contraintes au niveau du type de contrat de travail? Disons Est-ce que... que Oui, alors, je pense que c'est un peu plus souple qu'en France. Bon, faut que vos charges mensuelles soient moins de 30%, à peu près 30% de vos revenus. Euh, Ça, c'est pour les Américains. Donc après, les foreign nationals, ça va être un peu différent. Mais généralement, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent voir que vous ayez un travail fixe, qu'il y ait des revenus fixes sur 2 ans. Euh,
prévoyez 30-40% d'apport personnel. Et puis après, il faut voir, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Donc, je ne peux pas répondre vraiment à cette question parce que le banquier va vous demander plusieurs documents et puis après, il va ajuster. Oui. Et est-ce que vous avez à peu près des estimations en termes de taux de rentabilité sur certains projets et est-ce que vous vous occupez aussi de la gestion locative? Alors, moi, je ne fais pas de gestion locative, mais j'ai une équipe dans l'agence qui fait que de la gestion locative. Donc, on pourra vous aider à ce niveau-là. À Miami, le plus bas, ça va être du 3% au niveau du retour sur investissement et après, ça peut monter à du 15%. Nativo, on va être autour des 9%, mais après, on est en 2020 et ça va être délivré en 2022. Donc, moi, je vous donne les chiffres. Mais après, il faudra voir l'économie en 2022, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Donc, on sera autour du 8-9% sur Nativo. Mais on commence à du 3% sur Miami. C'est ce que je vois à l'heure actuelle. Très bien. 3%, je parle en net, je ne parle pas en brut. D'accord. J'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce qu'on approche de la fin du webinaire dans 15 minutes. Est-ce que par rapport au projet que vous avez présenté, à l'inverse, en France, est-ce qu'il y a des équivalents? Des équivalents pas, en France. Aston Martin, non, parce que c'est le seul au monde. Nativo, prenez-le comme un condo hôtel, c'est-à-dire que vous achetez un appartement dans un hôtel, mais vous allez payer moins cher parce que les condos hôtels, ils sont à peu près à 1 million. Et là, vous allez pouvoir avoir un appartement à 400 000. D'accord. Alors, je vais demander à Yannick s'il peut reformuler sa question, parce que je crois que je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a un éco-fiscal en France de ce type d'investissement aux États-Unis? Je ne sais pas du tout. Je peux me renseigner et vous donner la réponse. C'est-à-dire alors, il reformule. Ok. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le Q&A. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, en attendant qu'il reformule. Alors, il y a une autre question. Les immeubles Non, alors pour reformuler Yannick, on ne paierait que la property tax aux USA. Correct. Oui, c'est-à-dire à Miami, pas aux USA. La property, c'est-à-dire que en fait, Julia, ce que vous expliquiez, c'est que lorsqu'on fait une acquisition, lorsqu'on acquiert un bien immobilier à Miami, en termes de taxes, ce qu'on paye, c'est la property tax, qui est équivalente à un peu moins de 2% du prix d'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres taxes, mais c'est pas, c'est-à-dire que ceux qui achètent dans d'autres États, il y a d'autres taxes parce qu'en fait, les taxes sont soumises au niveau des États et c'est pas forcément national. Voilà, les taxes sont pas fédérales, c'est national. Voilà. C'est pas enfin, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. C'est fédéral et pas national. Une autre question, les immeubles du centre-ville de 2008-2009, les locations Airbnb sont-elles autorisées par le syndic? Mais encore une fois, en fait, comme on a dit, ça dépend des immeubles. Ça dépend des immeubles, mais il y a des appartements qui sont finis de 2000. Par exemple, il y a Centro.
Centro, c'est un immeuble de 2015 ou 2016. On peut louer 12 fois par an, minimum un mois. Donc, vous pouvez louer à court terme. Il y a plusieurs immeubles qui autorisent la location court terme. Mais à la nuit, Nativo, c'est l'un des premiers. Oui. Alors justement, vous avez répondu à la prochaine question qui était à Nativo, est-ce que les locations saisonnières comme Airbnb sont autorisées? C'est Oui, justement l'objet même du projet puisque ça. vous expliquez que c'est l'un des rares où le syndic accepte que les propriétaires fassent de la location saisonnière et donc aient un meilleur taux de rentabilité. Ça. C'est le but. En fait, le développeur de Centro, c'est le même développeur, il a vu qu'il y avait une forte demande des Airbnb et de location à court terme. C'est pour ça qu'il a fait cet immeuble, en fait. Il a fait déjà plusieurs immeubles avec Airbnb, donc il connaît très bien le marché. Et cet immeuble, il est désigné pour les personnes qui veulent louer à court terme. Et c'est l'avantage, c'est un très bon avantage, parce que si vous voulez profiter un peu de votre appartement, vous savez que vous pouvez le bloquer 2 semaines par an et venir à Miami. Donc c'est aussi une bonne formule. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous donner quelques fourchettes de prix et de surface de ce que vous avez dans votre portefeuille en ce moment, même si on a bien dit que pour les 2 projets présentés, en tout cas, ils avaient enregistré des ventes records, mais il y a tout de même des opportunités. Et puis après, pour les personnes qui veulent vraiment vous contacter par la suite, est-ce que vous avez déjà, vous travaillez avec des banques partenaires? Alors, pour Aston Martin a lancé un programme où vous pouvez payer par mois, en fait. En fait, c'est Aston Martin qui vous fait un prêt pour 22 ans. Donc, vous pouvez payer par mois votre propriété pendant 22 ans, jusqu'à 22 ans. Les prix commencent à 900 000 et vont jusqu'à 50 millions pour Aston Martin. Ceux qui sont intéressés par les projets, vous pouvez laisser vos emails adresses et comme ça, je vous envoie tous les détails avec la liste de prix par appartement. Pour Nativo, vous pouvez il y a un leaseback programme. Leaseback programme. Vous achetez et le développeur se charge de louer. C'est pas, enfin, moi je dirais acheter et louer-le vous-même parce que je pense que vous aurez moins de frais. Et les prix commencent à Nativo à 400 000. Ça va du studio aux 3 chambres. Et le prix le plus haut que j'ai vu, c'est 1,2 million. Pareil, si vous êtes intéressé, laissez votre email adresse et je vous envoie toute la documentation. Très bien. Est-ce que une autre question, est-ce que est-ce que vous avez dans votre portefeuille des townhouses Mm-hmm. Que l'on trouve généralement sur Okay. Meridian Street, Meridian, ok, sur South Beach. Jefferson, oui, et Jefferson Street. Oui, si vous cherchez un townhome, je peux vous en trouver dans ce secteur. Juste, il faut m'envoyer votre email adresse et je vous envoie une sélection. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi taper dans le chat vos coordonnées ou alors j'invite les participants à regarder les vidéos YouTube sur Dream Home Miami parce que sous chaque vidéo, je crois que vous aviez laissé vos coordonnées, votre adresse mail et votre numéro de téléphone pour les personnes qui veulent faire recevoir les informations par WhatsApp, par exemple. Vous trouverez les informations, les coordonnées sur les vidéos YouTube. Vous tapez simplement dans YouTube Dream Home Miami, Aston Martin, et vous allez trouver et la vidéo et les coordonnées.
Alors, une autre question. Les taux de rentabilité présentés de 3 à 15% concernent-ils la location saisonnière ou longue durée? 3%, obviously, c'est du long terme. Euh, plus la location est courte, plus vous avez un retour important. Donc, en fait, Miami, il faut savoir que Miami, on a des saisons. Juillet, août, c'est saison basse pour nous. Et à partir d'octobre à mai, c'est les saisons hautes parce qu'on a tous les snowbirds qui viennent. On a le Art Basel, on a beaucoup d'événements. Et on a également tout ce qui est les événements sportifs. Donc, du coup, les prix varient et les prix flambent. Par exemple, l'année dernière, au début de l'année, on a eu le Super Bowl. Le Super Bowl, il n'y avait plus de place dans les hôtels depuis 6 mois. Du coup, vous avez un appartement à Miami, vous allez pouvoir avoir un retour beaucoup plus important. Donc, 3%, c'est pour le long terme. Et après, plus vous faites court terme et plus votre retour est élevé. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste rappeler le prix du studio dans les deux programmes que vous avez présentés? Aston Les Martin, fourchettes de prix, oui. ouais. Aston Martin, les prix commencent à environ 400 000 jusqu'à 50 millions pour le triplex penthouse. Et pour Nativo, on commence à 400 000. Très bien. Et puis après, vous avez aussi en portefeuille des biens vraiment en fonction des budgets, parce Oui, il y a des appartements pour peut-être moins de 400 000 dollars, par exemple. oui, j'ai des appartements à 100 000, 150. Enfin, j'ai tous les prix, donc il faut juste me dire ce que vous recherchez, puis après je vous fais une sélection. D'accord. Et quels sont est-ce que les élections américaines récentes ont vraiment impacté ou impactent en général le marché de l'immobilier, ou ça n'a pas vraiment d'impact? Ça n'a pas vraiment d'impact. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des élections pour acheter, mais en réalité, il y a pas vraiment de changement parce que pour Miami, on a déjà, comment dire, on a déjà notre réputation, on a déjà le style de vie, et les élections, ça ne change pas. Et puis les lois que les présidents veulent passer, généralement, ça prend un peu de temps, ça ne se fait pas tout de suite. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'impact. D'accord, très bien. Et alors ce sera la dernière question, quelles sont les perspectives pour 2021? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous attendent les foreclosures. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer l'année prochaine. Alors, ce qu'on peut voir déjà qui s'est passé cette année, c'est que le prix de la location a baissé. Et ça, c'est aussi dû parce que du coup, il y a eu un federal bond. Il y a un federal bond jusqu'en janvier 2021. On ne peut pas évicter, on ne peut pas faire de foreclosure. Du coup, les prix des locations ont baissé. Ça va remonter à partir du moment où tout va se remettre en place. Les propriétaires, en fait, ils ont eu la possibilité de déférer leur mensualité à la fin de leur crédit. Donc, du coup, je pense que ce qui va se passer, c'est que c'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense que ce n'est pas dans l'avantage d'une banque de mettre les propriétaires en foreclosure parce que c'est un long process et au final, elles ne vont pas vendre, elles vont pas vraiment avoir le retour sur leur investissement. Donc, je pense qu'elles vont essayer de renégocier les crédits et du coup, ils vont quand même avoir leur paiement tous les mois. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer, mais à voir. Les perspectives, on attend vraiment de voir s'il va y avoir beaucoup de foreclosures ou pas. Donc, on verra. Mais bon, de toute façon, la tendance de Miami, c'est on a beaucoup de personnes de South America qui viennent, les personnes des États-Unis, Californie, Chicago et New York. Donc, je pense que ça va être la même tendance l'année prochaine. On va être sur la même tendance. Les prix vont continuer à augmenter et c'est bien pour Miami.
Je ne pense pas qu'il va y avoir de crise ou de crash sur le marché de l'immobilier à Miami. Est-ce que donc vous disiez que la vie reprenait? On sait que Miami accueille beaucoup d'événements majeurs, comme vous avez mentionné, comme le Super Bowl. Est-ce que il y a d'autres événements à venir qui pourraient justement déjà permettre aux participants qui sont avec nous aujourd'hui de profiter des opportunités et donc d'acquérir un bien et de pouvoir le louer assez rapidement? Donc, la vie reprend son cours. Là, je sais que ce mois-ci, à la fin du mois, début du mois de janvier, on va avoir le college football, la finale. Donc, du coup, je pensais qu'ils allaient l'annuler, mais il est toujours d'actualité, donc c'est très bien. Ça va être le premier événement. Donc oui, je pense que Miami est assez protégé par rapport à sa démographie et aux taxes. Les taxes aident beaucoup. Donc je pense que le Covid a accéléré la tendance en fait des migrations et je pense qu'il y aura des bonnes opportunités. Il y aura des bonnes opportunités au niveau des condos sur Miami. Il faut se focaliser sur les condos. Single family home, ça augmente trop. À moins que vous trouviez une foreclosure ou une short sale. Et je pense qu'il faut. Donc, une foreclosure, c'est les ventes aux enchères. Alors, en fait, voilà, foreclosure, c'est vente aux enchères. Et si le propriétaire, il sait qu'il va être en foreclosure, et en fait, il se met en short sale, ça veut dire qu'il va le vendre rapidement avant de passer en foreclosure. Donc ça, j'ai accès aussi à ces données. Donc, je peux aussi regarder s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de propriété. Je peux regarder pour vous comme ça. Par contre, il faut se mettre en tête que ça va être plus du cash. Les personnes vont vouloir avoir des acheteurs en paiement comptant. D'accord, très bien. Et pour les participants qui n'ont pas forcément une vision très très précise de ce qu'ils veulent aujourd'hui ou qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore décidés, est-ce que vous pouvez quand même leur transmettre des opportunités de façon régulière? Oui, alors on a ouvert le Neighborhood Hub, Neighborhood News. On a créé un nouveau système avec Cervera. Donc du coup, vous me dites le quartier, à peu près le genre d'appartement ou de maison que vous souhaitez. Et en fait, il vous donne l'actualité et la tendance générale du quartier et les nouvelles propriétés qui sortent sur le marché et ça vous donne une bonne tendance générale. Donc si ça vous intéresse, même par curiosité, hein, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit email, vous laissez votre email dans le chat et puis je peux vous envoyer les Neighborhood News. Très bien, merci. Je crois que le webinaire touche à sa fin. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il en y a d'autres, c'est le moment de les poser. Nous allons clôturer le webinaire. Donc, je rappelle que ceux qui sont intéressés par les projets présentés ou même d'autres projets et qui veulent réussir leur projet immobilier à Miami peuvent accéder à vos vidéos conseils sur YouTube qui sont postées régulièrement et vous contacter aussi directement. Donc, vous avez laissé vos coordonnées sur les vidéos présentées et aussi dans le chat, hein, pourquoi pas. Je peux vous mettre... Oui, si vous pouvez les ajouter dans le chat. Aussi, on a créé des guides sur Miami. Vous pouvez les trouver sur la YouTube channel. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle vous donne... Et donc, il y a des guides sur les quartiers. Donc, du coup, si vous ne connaissez pas vraiment Miami, vous pouvez aussi voir quel quartier vous correspond le plus. Il y a des guides sur comment acheter, comment louer, comment vendre. Enfin, c'est assez complet. Donc, n'hésitez pas à télécharger les guides. Et puis, si vous avez plus de questions, je suis là pour vous. Très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, le replay sera mis en ligne sur la chaîne YouTube Dream Home Miami. Il y a un autre participant qui indique qu'il est intéressé par le projet Nativo.
Voilà. Et puis, pour les perspectives 2021, je suppose qu'il y aura aussi d'autres programmes. Donc, vous nous ferez peut-être une mise à jour en point de situation l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, on fera un petit point également. Mais bon, restez optimiste, Miami. Je pense que c'est une valeur sûre. Merci en tout Très cas bien. pour tous les participants, pour toutes les questions. Et merci à toi, Doris, pour l'interview. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci à tous et puis merci d'avoir participé et surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le webinaire, sur les vidéos ou vous pouvez aussi suivre Julia sur sa page Facebook, sa page LinkedIn également. On est très friands de vos retours parce que c'est avant tout pour vous. Euh, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, d'autres questions. Vous avez ces coordonnées, donc on est à votre écoute. Merci encore, à bientôt. Merci, Merci. bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée, au revoir.